Les défilés glamour, les tribunes qui se remplissent à nouveau, les appartements pleins à craquer, le retour de la parade des pilotes, les casques spéciaux ou encore les livrées inédites. Pas de doute, Monaco est bel et bien de retour et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fait du bien. Alors comment résumer ce Grand Prix en une phrase ? Eh bien le véritable talent, c'est de réagir de la même manière devant la victoire que devant la défaite. Sans être forcément d'accord en tout point avec cette citation de la championne de tennis Chris Evert, force est de constater qu'elle colle plutôt bien avec un Grand Prix marqué par la réaction. Voyons pourquoi. Après 4 courses et 4 batailles roue contre roue opposant Max Verstappen et Lewis Hamilton, le Grand Prix de Monaco a apporté une parenthèse inattendue au profit du Néerlandais qui inflige un 25-7 à son grand rival pour le titre, lui chippant par la même occasion la tête du championnat du monde et ce, pour la première fois de sa carrière. Alors certes, une fois la locomotive Leclerc effacée avant même le départ et la menace Valtteri Bottas écartée lors des arrêts au stand, difficile d'imaginer comment la 12e victoire en Grand Prix de Max aurait pu être plus simple. Et même si l'art et la manière n'y étaient pas vraiment, qu'importe. Red Bull repart du rocher en s'emparant de la tête des deux championnats et après les déconvenus de ces 2 derniers week-ends, a démontré une capacité de réaction impressionnante du point de vue de la performance et de la stratégie. Faisant oublier son relatif attentisme observé depuis le début de la saison, Red Bull a en effet exécuté des arrêts au stand impeccables et surtout est parvenu à hisser Sergio Pérez en 4e position grâce à un overcut très efficace. Mais derrière le volant, c'est bel et bien le Mexicain qui a finalisé le travail, montrant par la même occasion la réaction que son écurie attendait de lui après une nouvelle qualification difficile, à savoir prendre des points aux Mercedes et à Lewis Hamilton lorsque l'occasion se présente. Et bien grâce à un nouveau massage de ses pneus tendres en début de course dont seul Checo détient le secret et un superbe rythme avant son pit stop, ce fut chose faite. Du côté des champions du monde en titre, la douche est froide. Et dans ce contexte, les réactions de Lewis Hamilton en particulier en disent long sur quelques fêlures qui commencent à apparaître au sein d'une marque à l'étoile sous pression d'un challenger puissant. Le septuple champion du monde avait malheureusement posé les jalons de son week-end calamiteux en passant peut-être beaucoup trop de temps à focaliser son attention sur autre chose que son pilotage. Alors un coup on dézingue le tracé de Monaco car il n'offrirait aucune opportunité de dépassement, un coup on passe à l'offensive médiatique contre Red Bull et la flexibilité suspecte de ses ailerons arrière. Sauf que le vrai problème de Lewis ce week-end était sous son nez depuis le début et n'avait rien à voir avec ses gesticulations médiatiques. En effet, comme régulièrement depuis le début de l'ère hybride, Mercedes n'était pas à son aise dans les rues monégasques et comme régulièrement depuis le début de sa carrière, Lewis non plus. Des tergiversations dans les réglages lors des essais libres, une difficulté à faire fonctionner les pneus qui rappelle que le DAS était bien pratique l'an passé et un manque de confiance générale lors des qualifications ont eu raison du week-end du champion du monde britannique. Mais force est de constater que ce dernier n'a guère fait face à l'adversité dans ses réaction. Le samedi, Lewis a en effet montré une divergence apparente avec ses ingénieurs, expliquant agacé aux médias qu'il préférait laver son linge sale en famille, tout en insinuant que son équipe avait clairement fauté, avant d'intensifier son verbatim durant la course à la radio et proposer un langage corporel faussement détendu à l'arrivée de sa modeste 7ème place. Alors certes, difficile d'en vouloir à Lewis d'avoir exprimé sa frustration à chaud au cours du Grand Prix, alors qu'en 3 minutes de temps, son ingénieur Peter Bunnington lui informe que 1. Sa stratégie est un désastre, que 2. Pierre Gasly est resté devant lui après les pit stops, que 3. Sergio Pérez et même Sébastien Vettel lui sont passés devant, et que 4. Son équipier, seul rempart contre Max, a abandonné misérablement au stand 2 tours plus tôt. Allez, salut, Mais il est tout de même frappant de noter que Lewis n'a pas fait corps du tout avec son équipe et que cela n'a pas échappé à Red Bull qui n'a pu que constater que le titan germanique pouvait réagir à la pression en commettant de lourdes erreurs. Un constat confirmé par l'issue malheureuse du week-end de Valtteri Bottas qui cache en réalité une autre défaillance mécanique de l'équipe Mercedes et qui contraste avec les exécutions quasi militaires de Red Bull ce week-end. Bref, si quelqu'un parmi vous a pu se changer en petite souris et observer le débriefing d'après-course dans le motorhome Mercedes, eh bien mon adresse email est en description de ma chaîne. Yes boys, ring ding ding.
N'est-ce pas plaisant d'entendre à nouveau ces onomatopées après si longtemps? Il faut dire que Seb nous a régalé tout le week-end et a montré à tous ceux qui en doutaient encore pourquoi son palmarès est aussi charnu. Le quadruple champion du monde allemand s'est en effet tout de suite mis dans le rythme dès le jeudi, précédant systématiquement son coéquipier Lance Stroll et le devançant copieusement en qualification. Une P8 sur la grille qui s'est convertie en une splendide P5 à l'arrivée le lendemain avec à la clé le trophée symbolique de pilote du jour. Mais au-delà de la sympathie populaire qu'il suscite depuis quelques années, Sébastien mérite pleinement ce titre. Pourquoi? Car cette 5ème place est un résultat de pilote plus que de machine ou de stratégie. Et à ce titre, il faut rendre hommage à un premier relais en pneu tendre impressionnant pour une Aston Martin qui lui a permis de se maintenir au contact de Lewis Hamilton et de Pierre Gasly devant lui. Point d'orgue de son premier relais, un tour de rentrée au stand phénoménal qui lui permet de sauter son ancien rival britannique et de gagner son duel musclé avec Pierre Gasly à Massenet à la sortie des stands. D'ailleurs, un grand merci à la réalisation monégasque qui a été incapable de nous montrer cette passe d'armes en direct ou en replay. En ramenant son bolide vert turquoise sous le drapeau à damier de Serena Williams pour signer le premier top 5 d'Aston Martin, Vettel s'est donc rappelé au bon souvenir de tous sur une piste qui demande du grip mécanique, une bonne motricité et de la confiance pour le pilote. En somme, tout ce que Seb n'avait pas depuis des mois. La réaction du pilote n'en est donc que plus belle et montre que le vieux lion rugit encore. Si sa monoplace lui permet, l'Allemand devra désormais confirmer pour devenir le leader qu'il peut et doit être chez Aston Martin. D'autant que son coéquipier Lance Stroll s'est bien défendu après une qualification difficile et en remontant P8 grâce à un pilotage impeccable et une stratégie parfaitement exécutée par le muret de l'équipe de James Bond, confirme qu'Aston Martin, avec les moyens qui sont les siens, a su réagir malgré un début de saison des plus compliqués. Belle réaction également du côté de Lando Norris après un week-end espagnol transparent. Le nouveau podium du pilote britannique, après une qualif impressionnante, qui plus est sur une piste lourde de symboles, confirme que la forme observée depuis le début de l'année n'est pas un feu de paille, mais une véritable éclosion. Même constat chez Pierre Gasly, qui se rachète d'un Grand Prix d'Espagne assez brouillon grâce à un grand tour en Q3 le samedi et une belle 6ème place à l'arrivée après avoir tenu Lewis Hamilton durant toute la course. Mais qu'il s'agisse de Lando ou de Pierre, force est de constater que leurs équipiers respectifs n'ont pas vu le jour. Et si l'on peut légitimement se voir déçu des performances d'un Yuki Tsunoda pourtant prometteur à Bahreïn, que dire de Daniel Ricciardo, dont la victoire rédemptive de 2018 sur le Rocher semble désormais si loin. Et puis comment ne pas ressentir ne serait-ce qu'un pincement au cœur en voyant Charles Leclerc devoir renoncer à son Grand Prix national après avoir confirmé la mort dans l'âme, une défaillance de son arbre de transmission. Lui qui avait signé un tour de qualification étincelant la veille, l'ayant propulsé en pôle. Lui qui n'est jamais parvenu à voir le drapeau à damier de son propre Grand Prix, toutes catégories confondues. Mais même s'il n'a pas pris le départ, on a pourtant pu déceler le caractère d'un immense champion qui a pris la peine de se mêler à l'ensemble de son équipe pour célébrer la 2ème place de son coéquipier sur le podium. En ce sens, et à défaut d'avoir pu montrer ses qualités sportives le dimanche, Charles a en réaction peut-être dévoilé quelque chose de plus puissant encore. Une véritable adversité et un esprit d'équipe sans faille. Malgré tout, les faits sont là. Leclerc peut toujours se confondre en excuses comme il le fait si souvent, et Mattia Binotto pourra toujours défendre son pilote comme il l'a fait dimanche soir. Mais le crash du régional de l'étape à l'issue de sa dernière tentative en qualification est, jusqu'à preuve du contraire, intrinsèquement lié à son forfait du lendemain. Ainsi, passé l'empathie que l'on éprouve aisément pour Charles suite à ce coup du sort, plusieurs questions plus brutales se posent. Ferrari a-t-elle commis une erreur fondamentale en se refusant de remplacer la boîte de vitesse de son pilote de la nuit de samedi à dimanche? Et surtout, Leclerc n'a-t-il pas une fois de plus commis une erreur lourde de conséquences? Car malheureusement, ce n'est pas la première fois et de loin que le prodige monégasque laisse filer de grosses opportunités suite à un pilotage trop fougueux. Et si ces fautes sont logiques et donc pardonnables lorsqu'un pilote entame sa première ou 2e saison, le sont-elles toujours au beau milieu de la 4e? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Dans tous les cas, Charles laisse revenir Carlos Sainz à 2 petites unités, sachant que l'Espagnol est celui des 2 qui est parvenu à offrir à la Scuderia son premier podium de la saison, ce qui, symboliquement, compte. Alors nul ne doute que Leclerc conserve un avantage net sur Sainz en performance pure et reste le leader plébiscité chez Ferrari, mais attention, pour paraphraser Jean Alesi, Sainz n'est pas là pour enfiler des perles, et s'il est moins flamboyant que son voisin de garage, il reste une machine à marquer des points. Donc, à suivre. Le Grand Prix de Monaco 2021 aura donc été celui de la réaction. Réaction en ordre de bataille chez Red Bull, réaction énervée chez Hamilton, réaction épique du côté de Sébastien Vettel et réaction humble du côté de Charles Leclerc.
Et puisqu'on parle de réactions, concluons en ouverture sur celles qui ont inondé la sphère de la F1 quelques jours avant l'arrivée du paddock sur le rocher. Des réactions aux airs de prédiction qui exposaient via des mèmes et autres dessins humoristiques en tout genre le week-end désastreux qu'allait forcément vivre Nikita Mazepin dans les rues de Monte-Carlo. Eh bien, force est de constater que le pilote Haas ayant été le plus proche de piquer une tête dans le port monégasque n'a pas été celui que l'on croyait. Et s'il semble facile de cogner sur le pilote russe depuis le début de la saison, et parfois à raison, restons objectifs jusqu'au bout en indiquant que dans des circonstances difficiles, Mazepin a rendu une copie plutôt propre, au contraire de son équipier. Merci d'avoir écouté ce podcast, alors dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le Grand Prix de Monaco et quels en ont été les points saillants pour vous. N'hésitez pas à challenger mes propos, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre dans la mesure de mon temps. Autrement, n'hésitez pas à liker, partager ce contenu et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!